Certaines émissions de Podcast Science constituent des odyssées particulières. C'est le cas de celle de ce soir, reportée 2 fois depuis janvier 2025, et qui devait initialement accompagner une exposition du musée de l'histoire de la médecine sur le docteur Bourneville. Autant vous dire que l'exposition a fermé ses portes depuis une belle lurette, mais le sujet reste passionnant, et nous sommes heureux de vous en parler ce soir. 5 mois de préparation, normalement, on est prêt. Nous sommes le mercredi 14 mai 2025 et il s'agit de l'épisode 527 de Podcast Science. Bonne écoute. Et ce soir, autour de notre table virtuelle, nous trouvons Pascal du côté de l'Alsace, Salut tout le monde. Cléora en Normandie, Salut à tous. nos 2 invités, Agnès Sandras Bonsoir à toutes et à tous. et Alice Aigrin. Salut. Pour jouer le rôle de MC, moi-même, Pierre aka Topo, depuis Paris, aux côtés de ma compagne Élise. Bonsoir. Avant de vous présenter nos invités, je voudrais vous raconter la genèse de cette émission. Vous avez peut-être écouté, voire eu la chance d'assister à notre émission radio dessinée 509, Quelque chose de pourri au royaume du podcast. Cette émission sur le thème de la putréfaction, c'est un projet de notre Claire adorée, et qui a mis un temps phénoménal à voir le jour, notamment en raison de la difficulté de trouver un lieu pour accueillir l'émission. Il faut dire qu'on était particulièrement audacieux dans nos idées. On a ainsi contacté le musée des égouts de Paris, les collections d'anatomie pathologique de Dupuytren, le musée Fragonard de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, et surtout, j'avais eu l'ambition de proposer d'enregistrer une émission chez des collègues de mon université Paris-Cité, qui gèrent le musée de l'histoire de la médecine. J'ai été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, il faut le dire, mais aussi une certaine détresse quant au choix du thème de notre émission. Alors, en effet, notre université, suite à sa fusion en 2022 entre celle de Paris-Descartes et Paris-Diderot, s'extirpait à peine du scandale du charnier de Paris-Descartes mis à jour en 2019. C'était quand même assez audacieux de notre part d'aller parler de putréfaction pendant 2 heures non loin des lieux de l'incident. Mais notre accueil par l'équipe de ce musée a été néanmoins très chaleureux et on nous a invités à l'inauguration de l'exposition à laquelle nos 2 invités ont justement travaillé. L'enfance aliénée sous l'œil du docteur Bourneville. J'ai eu le droit à une visite guidée d'Agnès Sandras, merci encore, conservatrice donc à la direction générale déléguée aux bibliothèques et musées de l'université Paris-Cité, et qui est donc commissaire de l'exposition. Et lors de ce vernissage, j'ai pu rencontrer également notre 2e invitée, Alice Aigrin, historienne de l'art, qui s'est intéressée au corpus photographique de l'exposition. Celle-ci m'a tellement plu que j'ai embarqué mon épouse, Élise, dans une seconde visite et aux commandes de cette émission. Mais j'aimerais passer tout d'abord un peu plus de temps à vous faire connaître à nos auditrices et auditeurs, et donc pourriez-vous nous expliquer chacune ce qui vous a amené à collaborer sur cette exposition? Peut-être tout d'abord Agnès? Oui, alors on parlait de feuilleton tout à l'heure, c'en est un aussi. Je vous raconte, tout commence lorsque ma collègue Andrea Barbulman, responsable du musée dont vous venez de parler, le musée d'histoire de la médecine sur le site Odéon de l'université Paris-Cité, me montre un album de photographies d'enfants aliénés prises à l'asile de Bicêtre, dans le service du docteur Bourneville. J'ai déjà entendu parler de ce service, je sais qu'il était novateur par sa prise en charge des enfants, mais les clichés en noir et blanc, compte tenu de l'époque, sont pour la plupart de prime abord, par leur cadrage, leur thématique, d'une grande tristesse. Mais je ne les oublie pas. Or, quelques semaines plus tard, se pose la question du thème à choisir pour la prochaine exposition, donc celle dont vous venez de parler, qui aura lieu au musée. 2 impératifs: privilégier des photographies, puisque l'exposition s'inscrit dans le cadre d'un festival dont nous sommes partenaires, le Festival Photo Saint-Germain, et utiliser si possible des collections, bien sûr, de l'université Paris-Cité. Je pense immédiatement à ces photographies que je viens d'évoquer, et je suis bientôt chargée du commissariat d'exposition. 3e épisode, je lis un très bel article d'Alice Aigrin, intitulé « Jules D, patient, modèle ». Les objectifs scientifiques et idéologiques du dispositif photographique du docteur Bourneville, 1879-1905. Alors c'est un long titre, mais l'article est passionnant, et je cherche à la joindre.
pour lui proposer de faire partie du comité scientifique de l'exposition. Et petit miracle, vous voyez, c'est un vrai feuilleton, quelques jours plus tard, c'est Alice en personne qui se présente à la bibliothèque du service d'histoire de la médecine, toujours à Odéon, où je fais du service public. Voilà, vous avez toute l'épopée. Incroyable. Et C'est donc, Alice, fascinant. qu'est-ce qui vous a mené à arriver dans cette bibliothèque pour rencontrer Agnès? Alors moi, je venais en fait finalement travailler sur autre chose. Parce que, voilà, moi j'ai fait ma thèse sur les photographies médicales, mais aujourd'hui je suis en post-doctorat sur un autre sujet, plutôt sur l'histoire de la psychiatrie. Et donc j'arrivais pour consulter des articles scientifiques conservés uniquement dans cette bibliothèque. Et puis Agnès, qui est au service public, me demande sur quoi je travaille. Et puis d'un coup, elle ouvre des grands yeux, elle me dit « Mais vous êtes Alice Aigrin, j'essaie de vous joindre. » Alors du coup, elle me propose un café dans son bureau. Et puis elle m'explique le projet de l'exposition. Et évidemment, bah voilà, j'avais travaillé sur les photographies de Bourneville, et donc j'accepte avec plaisir de rejoindre le comité scientifique aux côtés d'une dizaine d'autres chercheurs et chercheuses. Et puis ensuite, Agnès m'a proposé d'écrire la partie du catalogue qui portait plus précisément sur la question photographique. C'est vraiment fascinant comme manière de, enfin, comme rencontre pour commencer cette présentation d'exposition. Est-ce que peut-être qu'on peut présenter rapidement l'exposition qui s'est donc tenue jusqu'en janvier dernier. Malheureusement, donc elle est terminée, mais il y a un catalogue pour ceux et celles qui voudraient y jeter un œil. Donc c'est une exposition qui retrace le travail à la fois scientifique, médical et politique d'une figure particulièrement hors norme, donc le docteur Bourneville. Au fil du parcours, l'exposition est l'occasion de mettre en lumière et questionner également le vaste corpus photographique que le docteur Bourneville a produit, ou plutôt fait produire tout au long de sa carrière, et vous nous expliquerez donc précisément quel est son rôle. Et moi, pour commencer, je trouve qu'il serait bon de présenter le contexte historique et social dans lequel la carrière de Bourneville s'est développée. On est dans la deuxième moitié du 19e siècle. On pourrait qualifier la situation scientifique et sociale de tiraillée entre une forme de modernité, c'est l'époque de la théorie de l'évolution par exemple, et des postures qui peuvent paraître aujourd'hui plutôt réactionnaires. Est-ce que vous pouvez expliquer quel est le contexte scientifique et médical dans lequel travaille Bourneville, justement? Alors nous nous trouvons dans une période particulièrement riche de l'histoire des sciences, remplie d'expérimentations, d'innovations, de découvertes, que les développements des techniques, des communications vont accélérer. On pense par exemple aux travaux de Claude Bernard, un petit peu avant Bourneville, ou de Louis Pasteur en pleine époque Bourneville. La médecine est une des premières bénéficiaires de ces recherches. Depuis le début du XIXe siècle, l'enseignement de la médecine se modernise. Désormais, les médecins suivent des études très structurées avec des cours, des stages à valider. Il y a d'énormes différences entre les officiers de santé du début du siècle, que vous connaissez, comme par exemple le fameux Charles Bovary d'Emma Bovary, ou bien les médecins de la fin du siècle, qui sont mieux formés, plus motivés, plus humanistes. Des spécialités médicales émergent, comme la dermatologie, la gynécologie, la neurologie, la psychiatrie, qui obtiennent des chaires universitaires et des hôpitaux spécialisés. Nombre de médecins de cette époque sont déterminés à soigner le corps des individus comme le corps social, et sont partie prenante dans des luttes contre ce qu'on appelle alors des fléaux sociaux. Alors par exemple, je vous en donne un premier, c'est l'alcoolisme. Bourneville va beaucoup lutter contre l'alcoolisme, la syphilis, les mauvaises conditions de travail dans les ateliers. Là aussi, Bourneville va être de pointe. Il va s'intéresser au sort des ouvriers peintres qui souffrent des émanations de la céruse et qui en meurent. Et pour ce faire, tous ces médecins qui luttent pour que le corps social aille mieux s'engagent en politique. Et c'est le cas, on va le voir, je pense, au cours de l'émission, du docteur Bourneville. Et justement, pour rebondir sur ce contexte un petit peu ambigu, il y a quelques termes, pas forcément problématiques, mais peu connus, sur lesquels on peut revenir pour donner un aperçu du texte global. On a commencé par le titre de cette exposition, dans lequel notamment on parle d'aliéné. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement ce que ça signifie et dans quel contexte il est utilisé à l'époque? Bah, le terme d'aliéné, en fait, il dit les personnes qui sont atteintes d'aliénation mentale, qui est un terme qui va désigner à partir du 19e siècle une perturbation psychique grave. En fait, on va dire que c'est un terme qui vient restreindre le terme beaucoup plus large de la folie pour l'ancrer plus fortement dans le champ médical. Et ça va donner tout un tas d'autres mots, aliénisme, sciences aliénistes, qui toutes vont se rapporter à la prise en charge des aliénés. D'accord. On a remarqué aussi, nous, durant l'exposition, qu'il y avait une sorte d'opposition ou peut-être de complémentarité de deux
champs disciplinaires, que sont la neurologie et la psychiatrie. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était aussi clair que maintenant, que ce soit des champs disciplinaires communs ou différents? Agnès, peut-être? C'est pas aussi clair que maintenant évidemment, hein, puisque le mot psychiatrie, on va mettre beaucoup de temps à l'utiliser. Il existe, on le voit apparaître, mais en fait, on continue à parler de médecins aliénistes. Mmh. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que Bourneville, lui, il mange à les 2 écoles, aux 2 écoles, si je puis m'exprimer ainsi, hein, aux 2 râteliers, puisque, Bourneville est à la fois un disciple fervent de Charcot, donc neurologue pour le coup, hein, de la discipline neurologique, et il va être également un disciple fervent de quelqu'un dont je vous reparlerai peut-être si j'en ai l'occasion, qui est le docteur Delassiauve, et qui lui est un aliéniste de la vieille école. Donc on a ces 2 disciplines qui émergent, qui se flairent, qui parfois se querellent, mais qui petit à petit vont effectivement se constituer en disciplines différentes. Merci. Il y a un autre terme aussi qui nous a semblé assez étonnant parce que peut-être il paraît beaucoup plus moderne, en tout cas pour nous contemporains, c'est le terme de psychopédagogie. On ne s'attendait pas forcément à le lire dans l'exposition, du fait juste de l'assemblage avec pédagogie et voilà, de se dire qu'il y a une relation qui est faite entre le domaine médical et le domaine de l'instruction. Oui, alors c'est un terme qui n'est pas si fréquemment utilisé que ça, que nous avons utilisé dans les cartels. Par contre, pour essayer de rendre compte des choses, c'est-à-dire à la fois, alors on va en parler là aussi, je pense, au fur et à mesure de l'émission. Là, on vient de parler de l'émergence de la neurologie, de la psychiatrie. Il va y avoir aussi une autre discipline émergente à la fin du 19e siècle, mais qui, elle, n'est pas médicale, c'est la psychologie. Donc, si on allie ces 2 termes, c'est-à-dire l'utilisation, comme on va le voir, par Bourneville, de la pédagogie, on arrive en effet à des expériences de nature psychopédagogique. Et moi, il y a un dernier mot que j'ai trouvé rigolo. Je n'y connais rien pour le coup. C'est vraiment la raison pour laquelle je voulais avoir des éclaircissements auprès de vous. C'est la nosologie. Je sais pas si ça a un rapport avec le nez ou. Alors, pas vraiment avec le nez. On dit nosologie ou nosographie, mais finalement, c'est le champ de la médecine qui va s'intéresser à classifier les pathologies, soit par proximité de symptômes, soit par proximité d'origine. Et donc, c'est tout un champ qui va largement occuper la médecine à cette période. Merci beaucoup. Toutes ces précisions nous donnent un éclairage assez intéressant sur le contexte médical. Il y a néanmoins d'autres termes qui apparaissent à plusieurs reprises dans l'exposition et qui sont évidemment choquants aujourd'hui et on se demande s'ils l'étaient à l'époque. C'est les termes comme idiot ou arriéré. Oui, en effet, idiot, arriéré, aujourd'hui, c'est un vocabulaire qui peut surprendre parce qu'il s'agit de termes à la fois stigmatisants et insultants. Mais au XIXe siècle, ce sont des catégories diagnostiques tout à fait classiques des sciences aliénistes qui cherchent à qualifier le niveau de développement des patients atteints de diverses pathologies. Et il est malheureusement courant, en fait, au vu de la stigmatisation des personnes atteintes de maladies mentales, que les catégories diagnostiques, elles passent dans le langage courant pour devenir des insultes. Et c'est ce qui s'est passé avec le terme d'idiot et d'arriéré. L'idiotie, au XIXe siècle, elle qualifie un retard neurodéveloppemental grave, qu'il soit acquis ou de naissance. Et le terme d'arriéré va en fait qualifier plutôt le niveau de ce retard neurodéveloppemental. Au même titre que l'imbécilité ou la débilité, par exemple, qu'on va retrouver aussi comme des catégories diagnostiques et qui aujourd'hui sont aussi également des insultes, passées dans le langage plutôt stigmatisant. Voilà. Oui, alors le complément que je peux donner à ce sujet, hein, c'est une exposition très intéressante qui vient tout juste de se terminer en Dordogne, de la Fondation John Bust, exposition qui a été intitulée Tous idiots mais encore. Mmh. Et j'ai pu discuter avec les organisatrices et commissaires de cette exposition. Et en fait, elles m'ont expliqué que cela venait du fait que lorsque les gens visitaient la Fondation John Bust et voyaient des photographies avec des légendes comportant le mot idiot, arriéré, etc., les gens étaient extrêmement choqués. Alors c'est un petit peu dans l'air du temps, hein, on est facilement choqué quand on ne comprend pas le contexte. Et par contre, ils avaient décidé de faire une exposition très pédagogique pour expliquer comment ces mots d'une part, n'étaient pas insultants à l'époque et comment ils avaient infusé dans notre langage au point qu'aujourd'hui, on est capable parfois, dans un énervement ponctuel, d'aller traiter quelqu'un, par exemple, de paranoïaque, alors que c'est une classification, c'est de la nosologie et ça ne devrait pas arriver dans notre vocabulaire.
Très intéressant, Oui, je c'est trouve. fascinant. Ça Mmh. signifie qu'en fait, à la base, il y a pas un jugement qui est porté sur, les personnes atteintes d'une pathologie ou d'une autre. C'est vraiment une classification, purement scientifique et que les termes ont été dévoyés en quelque sorte. Tout à fait. Alors le terme le plus flagrant, me semble-t-il, c'est le terme Mmh. mongolien que les enfants emploient aujourd'hui, dans les cours de récréation, je le vois régulièrement, alors que c'est un terme qui, à l'origine, n'avait rien de péjoratif. Il était simplement, dans le temps de l'époque, alors faut encore le contextualiser, hein, basé sur une observation, sur la forme des yeux et cetera, mais ça n'avait pas une volonté péjorative ou du moins pas trop, j'espère, à l'origine. Oui, oui, là, c'est là où on peut rentrer dans la partie discutable parce qu'il y avait quand même, aussi dans l'air du temps, j'imagine, pas mal de choses à dire sur, le colonialisme, sur la possibilité de voir comment l'Occident, envisageait certaines maladies et le décrivait par rapport à Oui, alors tout mmh, à fait. C'est la maladie du classement. On en parlait tout ouais, à l'heure, de ces classements, ils sont dans toutes les disciplines et ils sont utilisés à tort et à travers. On connaît les travaux de Bertillon, par exemple, pour identifier les gens. Donc c'est tous ces travaux-là et tous ces travaux qui parfois sont à connotation, sociale, raciste et cetera, qui vont parfois amener à des classifications très douteuses. Mais je ne pense pas qu'à l'origine, en tout cas, lorsque les premiers aliénistes ont utilisé ces mots-là, c'était pas forcément dans une visée péjorative. C'était juste pour essayer de comprendre pourquoi les enfants qu'ils avaient face à eux avaient des pathologies, mais n'étaient pas forcément atteints des mêmes je troubles. comprends. Juste pour, éventuellement certaines auditrices et auditeurs qui n'ont pas cette, référence, la classification de Bertillon, elle consiste, en quoi exactement? En fait, Bertillon va mesurer les gens, c'est Mmh. l'anthropométrie, donc Bertillon va mesurer les gens, les prendre en photo, donc ça a vraiment un écho avec ce dont on est en train de parler ce soir, les mesurer, prendre toutes sortes de mesures pour, justement identifier les personnes et c'est ce qui va mener aux identités que nous connaissons aujourd'hui. Alors, moi, je voudrais, revenir sur un élément qui m'a marqué, lorsque j'ai visité cette exposition et d'ailleurs les personnes qui visitent, le musée à l'heure actuelle pourront toujours voir un tableau qui se trouve, à l'entrée du musée et qui est un tableau d'André Brouillet et qui représente une leçon du docteur Charcot à la Salpêtrière et parmi les personnages représentés, on y trouve le, docteur Bourneville. Est-ce que du coup, Bourneville, il est connu dans le monde scientifique ou est-ce qu'il est plutôt méconnu? Bah, en effet, le tableau de Brouillet, il va montrer, Charcot et puis toute une foule d'hommes qui composent un peu le gratin des sciences aliénistes comme de la neurologie de l'époque. Il est, peint en 87 et à ce moment-là, Bourneville, il est largement, connu, c'est une figure importante du monde médical, parisien. Il est à la tête de son grand service de Bicêtre, il est député de la Seine au sein du groupe de la gauche radicale. Mmh. Il a fondé en 1873 la Revue du Progrès médical, qui est une revue réformatrice, mais qui compte quand même dans le monde de la médecine. Et il est impliqué dans de nombreuses autres publications. Donc il est largement connu du monde médical et scientifique, et même d'une partie du grand public. Il fait partie quand même de ces hommes politiques en vue euh, à Paris. J'ai peut-être un complément, et peut-être Agnès pourrait répondre à cette, question, subsidiaire. C'est, à votre avis, à l'heure actuelle, Bourneville, il est connu ou pas de la plupart Mmh. des praticiens dans le monde, muséal ou ailleurs? Médical. Alors, je dois avouer que Médical. quand on dit Bourneville, on vous répond qui ça? Ça, c'est chaque fois que j'ai parlé de l'exposition que je vais préparer. Et à ma grande surprise aussi, il n'est pas forcément connu des jeunes psychiatres. Donc c'est Mmh, vraiment quelqu'un qu'on a vraiment d'accord. oublié après la Première Guerre mondiale. Et on va sans doute en parler, mais là aussi, il y a un oubli qui est volontaire. C'est-à-dire que Bourneville, c'était un personnage extrêmement dérangeant et donc il y a une sorte comme ça de légende noire de Bourneville qui fait qu'on va l'oublier. On a l'impression aussi qu'il y a d'autres figures, qu'on peut retrouver, dans l'entourage de Bourneville. Il y a notamment Binet et Simon qui sont à l'origine des tests d'intelligence. Est-ce qu'ils ont collaboré, avec, Bourneville? Oui, alors ils ont commencé à travailler ensemble, ça c'est Mmh. certain. Ça avait l'air de se passer plutôt bien et puis il y a eu, différents drames entre ces 3 hommes. Binet et Simon ont critiqué en fait très violemment le travail de Ah. Bourneville, notamment celui qu'il menait à Bicêtre. Alors, 1re chose,
En 1905, Alfred Binet présente une échelle métrique pour mesurer l'intelligence. Il l'effectue donc grâce à des tests. Et cette échelle métrique va lui permettre de mettre en cause le travail de Bourneville, qui va en être déjà extrêmement déçu. Et puis leurs divergences vont s'accroître parce qu'on leur demande à Binet, Simon et Bourneville de réfléchir au sort des enfants qui ont des troubles qu'on appelle aujourd'hui neurodéveloppementaux. Et ce sont des troubles qui peuvent gêner en classe. Et justement, la question va se poser autour de que fait-on de ces enfants, puisque, vous le savez, depuis les lois Ferry, les enfants sont scolarisés, donc il y avait un souci autour du sort de ces enfants. Et les réponses sont différentes, pour différentes raisons là aussi. Alors pour faire simple, Binet milite pour la création de classes de perfectionnement, comme annexe de l'école. Et Bourneville, lui, à l'inverse, il veut poursuivre tout ce qu'il a édifié pendant plus d'une vingtaine d'années, et il voudrait que ces fameuses classes soient conservées dans le giron de l'asile. Vous connaissez la suite, évidemment, hein, puisque après, on a mis en place des classes de perfectionnement dans les institutions scolaires. Et donc, il y a une forte divergence entre tous ces hommes, et Bourneville va en être extrêmement contrarié, extrêmement affecté. Il semblerait même que peut-être cela ait précipité sa fin, c'est ce qui se murmure, hein. Je ne peux pas le vérifier, je n'ai pas de témoignage là-dessus, évidemment. Et puis, ce qui est intéressant aussi, hein, dans cette polémique entre les hommes, c'est qu'en fait, très certainement, ce qui se passe, c'est que Binet, il est en train de constituer une nouvelle science, qui est la psychologie. Et il n'est pas rare qu'en science, quand on constitue une nouvelle discipline, eh bien, on la fonde un peu sur les débris d'une autre, ou en tout cas en opposition à une autre. Donc, c'est peut-être aussi une manière pour Binet de vraiment asseoir la psychologie et de dire, regardez, ce qu'on fait, nous, c'est différent de la psychiatrie. Nous ne sommes pas des médecins, nous avons une nouvelle science, mais qui est peut-être plus puissante que la psychiatrie, en tout cas pour comprendre un petit peu, mesurer les troubles des enfants. Bah, on vient de voir justement que les tests de Binet et Simon arrivent tardivement. Avant eux, est-ce qu'il y avait une méthode d'évaluation de la déficience intellectuelle? Alors, méthode d'évaluation comme Binet, comme celle de Binet, non, certainement pas. Non, c'est la première fois hein, qu'on a comme ça une échelle métrique. On est toujours hein, dans ces mesures dont nous parlions tout à l'heure, ces chiffres que produit la fin du 19e siècle. En revanche, évidemment, on observait les enfants, hein. Quand Bourneville voit arriver un enfant, il le mesure, il le pèse, il l'observe physiquement, il le fait parler, et il essaie de comprendre d'où viennent ces troubles. Il interroge aussi les parents. Alors Bourneville, il est beaucoup dans cette médecine qui s'occupe de l'hérédité. Vous connaissez l'hérédité hein, grâce au roman de Zola notamment. Donc Bourneville, il consigne hein, dans ses observations, le père est alcoolique, la mère a eu une émotion à son 3e mois de grossesse, etc. Telle sœur est morte d'une crise de folie. Donc il va vraiment documenter tout ce qu'il peut documenter et appuyer par des photographies. Mais il ne teste pas l'intelligence comme le fait Binet. Alors on a une anecdote qui est assez amusante d'ailleurs. Vous avez peut-être entendu parler de l'enfant sauvage de l'Aveyron, Victor, hein, on le connaît grâce à un film célèbre. Et il se trouve qu'un médecin qui avait vu Victor, l'enfant sauvage, avait décrété, un médecin célèbre, hein, Pinel, avait décrété en le voyant, cet enfant est irrécupérable. Donc lui, il avait décidé, hein, rien qu'en le voyant et en l'observant un petit peu, que cet enfant n'était pas récupérable. Or, d'autres médecins avaient travaillé avec Victor de l'Aveyron et avaient réussi à éveiller son intelligence. D'accord. Ça, c'est intéressant. Peut-être qu'Alice peut rajouter des choses d'ailleurs, je pense, sur ce sujet, non? Peut-être sur le corpus photographique, vous avez visualisé d'autres photos justement qui documentaient non pas les enfants aliénés mais les parents. Est-ce que ça faisait partie de ce fonds documentaire aussi? Alors Bourneville, quand il le peut, il essaye de récupérer des photographies des parents. Voilà, Alors soit ok. en les faisant passer dans son atelier de photographie, soit en reproduisant des photographies de famille. Il va aussi essayer de récupérer des photographies des enfants, alors notamment quand c'est des familles un peu bourgeoises qui ont pu avoir des pratiques photographiques préalables, il va essayer de reproduire les photographies des enfants avant qu'ils entrent dans l'institution, pour avoir comme ça une chronologie la plus large possible. Oui. Et donc on va régulièrement voir les photographies des parents, des frères, des sœurs, voire des grands-parents quand c'est possible, intégrés dans les dossiers des patients. Donc ça devait faire un fonds documentaire photographique assez gigantesque à la fin. Le fonds photographique de Bourneville est particulièrement fourni. Ouais. Il faut dire qu'il a une petite collectionnite aiguë, hein, quand même, on peut le dire. Il aime bien tout conserver et il le fait de manière scrupuleuse.
ça marche. Bah, Oui, et je rajoute qu'il prend une photo par visite. ah Donc, oui. il y a des visites annuelles. Donc, effectivement, comme le dit Alice, on a une amplitude de la collection qui est assez impressionnante. Oui. Bah, on va arriver progressivement à cette question du fond documentaire de Bourneville, mais avant, je voudrais quand même un petit peu préciser, puisqu'on commence un peu à avoir des éléments biographiques intéressants sur cette figure. On sait que visiblement, il fait partie d'un parti de gauche radicale. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Moi, j'ai noté que c'était un personnage aussi haut en couleur, et si vous le voulez bien, je vais commencer par une anecdote pour camper le personnage. Il est dit qu'il est le fondateur d'une collection nommée la Bibliothèque diabolique. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi elle retourne? Oui, alors, c'est une question très intéressante et très amusante. En fait, on a parlé tout à l'heure d'un des maîtres à penser de Bourneville, qui est Mhm. Charcot. Charcot, en 1887, va publier un ouvrage qui s'appelle Les démoniaques dans l'art. Charcot était extrêmement intéressé Ah par d'accord. l'art. Il dessinait lui-même très très bien. Et donc, il va prendre appui sur des peintures, sur des dessins. Il souhaite prouver que l'hystérie, c'est pas nouveau. Il veut faire remonter ça, évidemment, à l'Antiquité et particulièrement au début du christianisme. Alors Bourneville, évidemment, en bon disciple, décide de publier lui-même une collection. Il va publier 9 ouvrages. Ces 9 ouvrages sont des reprises de textes, des textes de démonologie, des textes de mystique, etc. Par exemple, je vous donne un titre, Le Sabbat des sorciers, ou alors il va publier sur des religieuses qui connaissent des extases, etc., tout en apportant quelques précisions et en essayant de démontrer, parce qu'il faut dire que Bourneville est un laïque pur et dur et un anticlérical pur et dur aussi, donc tout en démontrant que la religion, c'est dangereux et que ça peut mener justement à ce genre de manifestation hystérique. Oui, c'est vrai que c'est original comme manière de voir. Bah, du coup, sans surprise, avec ces premiers éléments, on imagine que Bourneville faisait polémique à son époque. J'ai retiré une citation de l'exposition dans laquelle Léon Daudet le décrit comme ceci: le petit Bourneville, surnommé familièrement Boubourg, directeur du progrès médical, est haut comme une botte, rouge comme une tomate, vindicatif et passionné. Alors, est-ce que cette description vous paraît fidèle? Alors, je crois qu'elle est extrêmement fidèle. On la retrouve d'ailleurs dans une caricature assez connue D'accord, qui montre un tout petit Bourneville bien rouge. Alors bien rouge, encore allusion évidemment à ses positions politiques, d'accord. mais aussi semble-t-il à un teint assez Rubicon. Il est en effet tout petit. On a des photographies des internes de l'époque et on voit qu'il est tout malingre et tout chétif au milieu de ses collègues. Donc, tout ceci jusque-là est fort juste. Après, il faut savoir que Léon Daudet est très méchant. Il a fait des études de médecine qu'il n'a pas menées à leur terme, sans doute parce qu'il est déçu, parce qu'il voit que la médecine ne soigne pas son père. Alors je vous rappelle qu'Alphonse Daudet est mort d'une syphilis, donc Mmh. Léon Daudet en conçoit un certain agacement, même plus que ça, une colère contre le corps médical. Donc il ne termine pas ses études de médecine, mais comme papa, il se met à écrire, et il se met à écrire un roman à clé qui s'appelle Les Morticoles, dans lequel il va décrire tous les médecins contemporains de manière extrêmement violente. Donc il ne faut pas non plus forcément prendre cette description au pied de la lettre. On sait par ailleurs que Bourneville, alors, en effet, est assez emporté quand il est dans ses combats anticléricaux, quand il est au conseil municipal, etc. Mais il y a des témoignages qui disent que par ailleurs, c'est quand même un personnage qui cache un cœur d'or sous ses dehors bourrus, qu'il est capable de recevoir en consultation sans faire payer les plus pauvres, et qu'il aide beaucoup les jeunes internes, par exemple, ou les infirmiers de Bicêtre, etc., etc. Donc c'est un personnage, évidemment, qui a besoin de toute son autorité pour faire tous les projets qu'il a à cœur de mener, mais je pense que c'est quand même aussi un personnage qui est capable d'être gentil. C'est un joli portrait. Donc on comprend bien qu'il y a vraiment un côté, politique dans la carrière de Bourneville et que c'est un personnage qui est particulièrement engagé, dans toutes ses activités et notamment dans ses activités médicales. Est-ce que, est-ce que ça peut se remarquer, se manifester aussi dans les choix de ses intérêts scientifiques, en particulier dans son orientation, pour, la discipline et la manière dont il aborde la science?
Oui, alors, je vous parlais tout à l'heure de ces différents modèles, hein, Charcot d'une part. Il a un autre modèle, ça c'est très intéressant aussi dans la constitution, de son personnage. En fait, Bourneville vient d'Eure-et-Loir, c'est un provincial, un petit provincial, et en Eure-et-Loir, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Delassiauve, qui est député. Et ce député est très intéressé par la politique, il est aussi à gauche, et c'est comme ça qu'il va inciter en fait Bourneville à venir faire ses études de médecine à Paris. Et Bourneville va suivre ce modèle fondateur du médecin aliéniste, du médecin politique, s'engager en politique, comme on l'a dit, hein, comme on l'a déjà souligné. Ce qui l'intéresse, comme beaucoup de médecins, il y a énormément de médecins à l'époque à l'Assemblée, hein, sous la Troisième République, comme beaucoup de médecins, ce qui les intéresse, c'est d'avoir les crédits nécessaires pour mener à bien leur action, ces actions sociopolitiques dont j'ai parlé tout à l'heure, pour fonder des hôpitaux et pour aussi faire des lois. Faire des lois pour, par exemple, lutter contre la vente de l'alcool dans les cabarets, faire des lois pour que la syphilis soit détectée chez les maris et que les femmes ne contractent pas la syphilis sans le savoir. Voilà, donc Bourneville va vraiment user de toutes ces cordes-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va se mettre, par exemple, à publier des revues qui sont très originales, au ton nouveau. On a parlé justement dans la citation de Daudet du Progrès médical. C'est un journal où, pour la première fois, dans une revue médicale, on trouve des allusions politiques, et parfois même plus que des allusions politiques, notamment sur le combat de Bourneville pour laïciser les hôpitaux. Intéressant. Est-ce que dans ce progrès médical, Alice, il y a aussi des contributions d'une autre approche originale de Bourneville, qui est la photo médicale? Alors, dans le progrès médical, il n'y a pas de photographie. Mhm. Il y en a dans d'autres de ses publications qui sont des publications où il va plutôt présenter des cas cliniques D'accord. de son service. Mais c'est vrai que dans le progrès médical, il y a vraiment là un peu la quintessence de la façon dont Bourneville va utiliser son ancrage politique pour penser la médecine, mais aussi pour la réformer, que ce soit par la laïcisation des hôpitaux et son combat sur l'hystérie, dont Agnès a bien dit à quel point il se situe là à la lisière de ces combats anticléricaux, Mhm. mais aussi sur la formation des infirmières, qui est très en lien avec la laïcisation de des services médicaux, ou même la nouvelle perception de l'idiotie qu'il aborde, dans la façon dont il prend en charge ses enfants aliénés. C'est depuis une position républicaine qui consiste à essayer de les réintégrer dans le corps social et de ne plus les considérer uniquement comme incurables et à la marge. Et donc on voit bien que tous ces intérêts pour les sujets médicaux se font depuis une pensée politique, depuis son ancrage politique, depuis sa position de réformateur relativement radicale. Voire pédagogique, si j'ai bien compris, dans le sens, il utilise de manière pionnière certaines idées et certaines approches pour pouvoir dépasser uniquement on va dire, la thérapie et intégrer dans la société à travers notamment une dimension pédagogique. Oui, c'est toute la nouveauté de son projet, c'est d'avoir une prise en charge à la fois médicale et pédagogique, et donc de prendre en charge les enfants dans ce double modèle de l'éducation et en même temps d'une prise en charge plus classique de médicamentation, d'isolement thérapeutique. Enfin, à l'époque, on considère aussi que placer à l'asile est une cure, hein, c'est un soin, c'est pas simplement une relégation hors du monde. Donc voilà, il essaye de vraiment dialectiser les deux, de prendre les deux en même temps en charge dans ses services. Merci. Peut-être que pour revenir sur la manière dont l'exposition présentait son travail et les avancées et vraiment ce qu'il a fondé et géré, on peut exposer ou revenir un petit peu sur les 3 services ou hôpitaux même auxquels il a contribué, donc à la fois donc dans l'hôpital de Bicêtre, puis ensuite dans des instituts à Gentilly et à Vitry. Est-ce qu'on peut essayer de faire un petit récapitulatif de ces 3 espaces, de ces 3 lieux qui ont beaucoup de points communs, mais qui ont aussi chacun leur spécificité? Oui, alors tout à fait. Donc le premier hôpital, le premier asile où Bourneville devient donc responsable, hein, chef de service, c'est Bicêtre. Et à Bicêtre, on le charge d'une section où il va trouver à la fois des adultes et des enfants. Il est absolument consterné par ce qu'il voit, parce qu'il découvre que les enfants sont en proximité avec des adultes qui ont des troubles lourds.
y compris ce qu'on appelait à l'époque des perversions. Donc les enfants sont livrés parfois, évidemment, à des jeux, qu'ils ne devraient pas connaître à cet âge-là. Ils découvrent également que, par exemple, l'infirmerie, hein, c'est pour vous donner un exemple entre autres, hein, ils découvrent énormément de choses. Ils découvrent que l'infirmerie, sert à la fois de lieu de soins, mais pour des gens qui ont des maladies contagieuses, qu'on mange dans cette infirmerie, que les enfants sont laissés dans leur déjection, etc., etc. Donc son projet immédiat, ça va être de réformer complètement cette section et il va la transformer en section spécifique des enfants dès 1882. Mais pour autant, sa tâche n'est pas terminée. Il va passer vraiment des années à construire des bâtiments nouveaux, à les équiper, et il devient en fait un homme multi-couteaux. Il fait tout. C'est-à-dire que, par exemple, il reprend les plans de l'architecte, il les complète. Il se dit à l'intérieur de tel, par exemple des dortoirs, je veux des draps qui soient changés régulièrement. Je ne veux pas que les enfants soient laissés comme ça dans leur urine. Eh bien, il va créer, par exemple, une buanderie et il va s'intéresser au matériel de la buanderie. Il va créer, mais ça Alice nous en parlera très certainement, un musée pour les enfants. Donc il va aller, par exemple, quêter auprès de son collègue du muséum pour avoir des animaux empaillés. Il améliore les classes qui existaient déjà, donc il va aller demander à des éditeurs s'ils ont des livres pour les enfants. Donc c'est un combat vraiment sur tous les plans. Il lui faut énormément d'argent et c'est pour ça que son rôle politique va lui permettre de demander des crédits qui sont absolument considérables pour l'époque et qui vont mener les gens à le critiquer en disant oui mais ça c'est pas possible, on peut pas le faire partout. On le fait à Bicêtre mais on pourrait pas étendre cette expérience partout. Or, justement, ce que Bourneville veut, c'est qu'on étende son expérience partout, en province et puis éventuellement dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'il publie tous les ans des comptes rendus annuels pour justifier de ses dépenses, expliquer ce qu'il a fait, expliquer les cas qu'il a rencontrés et donc justifier de ses dépenses, mais vraiment jusqu'au moindre sou. Donc il va dire voilà, moi j'ai engagé tant de personnes, j'ai formé telle personne. Comme le disait par exemple Alice tout à l'heure, Bourneville va se rendre compte que les infirmiers et les infirmières n'ont pas de véritable formation et il va prendre ça à bras le corps, écrire lui-même des manuels, il traduit des manuels anglais et puis aller former les infirmières et donner des cours. Alors ça c'est le premier lieu, c'est Bicêtre. Une fois qu'il a fait ça, eh bien je vous ai parlé de ces deux mentors qui sont évidemment Charcot, on en a parlé, et de la Siauve. Il faut savoir qu'en arrivant tout jeune étudiant à Bicêtre, Bourneville a été accueilli par un personnage qui s'appelle Vallée, qui était déjà un instituteur à Bicêtre. Et ce fameux Hippolyte Vallée avait aidé un instituteur très célèbre. Alors il n'est pas célèbre en France, il est célèbre aux États-Unis. Il s'appelle Édouard Seguin. Et c'est quelqu'un qui vraiment avait fait des avancées considérables, justement déjà, dans le traitement médico-pédagogique. Et ce fameux Seguin est parti suite à des problèmes politiques aux États-Unis, où il est devenu vraiment un psychiatre très célèbre. Il a fait ses études de médecine, terminé ses études de médecine, il est devenu un psychiatre très célèbre. Vallée transmet ce savoir à Bourneville, et Vallée, lui, il a également une institution pour les déficients mentaux de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire à Gentilly. Lorsque Vallée meurt, il laisse une fondation confiée à la ville de Paris, au département de la Seine, et on va proposer évidemment à Bourneville de prendre en charge cette fondation. La fondation Vallée, bien Bourneville se dit, bah oui, mais je soigne les petits garçons à Bicêtre, donc il faudrait que je soigne les petites filles. Et c'est comme ça que la fondation Vallée va prendre en charge les petites filles, et que de temps en temps, dans certaines activités, on va trouver ensemble les petits garçons et les petites filles. Et puis il y a un troisième temps, ça c'est en 1890, il y a un troisième temps, en 1895, où Bourneville va décider de faire une institution pour les gens plus aisés. Et il va chercher un bel endroit et il va tomber sur un énorme parc avec une belle maison à Vitry-sur-Seine. Alors c'est important parce qu'on a là un triangle qui permet à Bourneville, vous imaginez, hein, il est directeur de journaux, il rédige des articles, il est médecin, il est architecte, il est etc., etc. Donc 3 lieux, il faut qu'il puisse se déplacer facilement. Donc on a un triangle assez proche. C'est à Vitry-sur-Seine que Bourneville va donc fonder un institut médico-pédagogique pour les enfants les plus aisés, garçons et filles. Ce qui cause scandale aussi. Ça, c'est un autre scandale de Bourneville, c'est le fait qu'il n'hésite pas à mettre les enfants, garçons et filles, ensemble. Justement, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se dessine, c'est donc une méthode, une sorte de méthode médico-psychopédagogique. On a l'impression que c'est une innovation de Bourneville,
Et moi, j'ai l'impression qu'on peut se demander si dans son avenir, il n'y a pas un lien avec la méthode Montessori, par exemple, dont on entend très très souvent parler, à déterminer entre Bourneville et cette méthode. Oui, tout à fait. Alors, il y a une filiation très, très évidente entre tous ces personnages dont je vous parlais: Seguin, Bourneville et Montessori. Et il y en a d'autres, hein, mais on peut prendre ces 3-là parce que Maria Montessori fait un stage, elle est italienne comme vous le savez, elle fait un stage dans le service du docteur Bourneville, très rapide. Je pense qu'ils se sont pas très bien entendus, mais en tout cas, Bourneville mentionne bien dans ses comptes rendus que Maria Montessori est venue, travailler, dans son service, et puis quelques années plus tard, il se plaint au détour d'une publication qu'en fait Maria Montessori lui a un petit peu volé son matériel médico-pédagogique. Et ce qui est amusant, c'est que Maria Montessori, de son côté, ne parle pas du docteur Bourneville dans ses écrits et qu'elle cite en revanche énormément Édouard Seguin. Mais il y a bien une filiation. Oui, d'accord. Ok. Il y a un intermédiaire qui est malheureusement Oui. à sauter. Ça, on peut le documenter autrement que par les écrits. Alors je n'ai pas, justement, j'ai déjà lancé plusieurs personnes sur la piste. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais je pense que ça pourrait se documenter. J'avais une piste qui me semblait affreuse, qui aurait été que Bourneville n'aurait pas aimé les femmes dans la profession médicale. Et au contraire, alors ça c'est la première piste que j'explore actuellement, Bourneville est au contraire un soutien des premières doctoresses, des premières infirmières. Il a vraiment fait tout son possible pour que les femmes accèdent aux professions médicales. Donc cette piste-là, je l'ai close. Maintenant, il faudrait trouver une explication. Je ne sais pas trop comment. On revient peut-être à cette phrase de Daudet. Hein. Il se peut que Bourneville ait hérité Maria Montessori par son caractère un petit peu entier. C'est possible. D'accord. On a évoqué donc 3 instituts. Il y a ce dernier, l'Institut de Vitry, qui se démarque des autres dispositifs médicaux par la spécificité de son public et des activités qu'on y mène. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et notamment si Bourneville exprime un désir d'universalisme, ça j'ai l'impression que vous en avez déjà un petit peu parlé, ou est-ce que cet Institut de Vitry, c'est plutôt une sorte de quête opportuniste de fonds et de publicité auprès d'une clientèle bourgeoise? Je crois qu'il faut y voir un petit peu des D'accord. deux. Bon, je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante. Oui, alors il y a cette quête d'universalisme. En tout cas, très clairement, Bourneville va dire il n'y a pas de raison pour que les populations aisées ne bénéficient pas de mes soins. Mais c'est peut-être une explication un peu facile parce que pouvaient venir à Bicêtre, hein, personne ne les en empêchait, les populations les plus riches. Je pense que en fait, c'est aussi un besoin de reconnaissance à un moment donné, chez un médecin qui, est quand même contesté par plusieurs de ses pairs, pour d'autres raisons certes, mais qui a besoin d'être reconnu. Et ce qui me fait dire ça, c'est que par exemple, quand on regarde la grille d'entrée, de ce fameux institut médico-pédagogique, on a une belle grille avec un beau B, voilà, qui surplombe la grille, le B de Bourneville. Et je pense que quand même, à un moment donné, peut-être en vieillissant, il a envie qu'on le reconnaisse comme le docteur Bourneville. Et si je peux compléter, je crois aussi que ça répond à une demande, en fait, parce qu'à Bicêtre, il y a des patients aisés qui s'adressent à Bourneville. Bourneville, c'est quelqu'un qui est en vue et donc finalement, les familles bourgeoises, quand elles ont, des enfants à faire traiter, elles vont plutôt choisir Bourneville, mais que c'est un institut qui pose aussi des questions, voilà, quand on regarde sur les archives, tout n'est pas tout rose à Bicêtre, non plus, et peut-être qu'il y a eu aussi une volonté d'avoir un lieu plus préservé pour une clientèle bourgeoise qui était en demande d'une prise en charge par Bourneville. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec Alice et je pense que vraiment c'est le couronnement du rêve de Bourneville. J'ai parlé tout à l'heure de cet asile modèle. Je pense que là, il a vraiment, avec cette clientèle riche qui paie, il peut s'offrir évidemment des belles douches pour l'hydrothérapie, un beau jardin pour ses petits patients, le piano pour faire chanter ses patients, etc., etc. Donc c'est vraiment aussi le couronnement, l'asile tel qu'il le voudrait, si on lui donnait encore plus d'argent. Oui, et puis ça rejoint un petit peu, j'ai l'impression, ce que vous disiez tout à l'heure sur la question d'une sorte de méthode, globale pour, soutenir, et traiter les patients et leur proposer un environnement qui soit extrêmement riche, de toutes parts, que ce soit du point de vue médical ou culturel et pédagogique. Et vous évoquiez tout à l'heure l'idée l'existence d'un musée.
Est-ce que c'est à l'occasion de la création de cet institut que ce musée a été réalisé ou est-ce qu'il était présent dans les 3 espaces? Alors, je crois qu'il n'est présent qu'à Bicêtre, mais je laisse Ah Agnès d'accord. me contredire si c'est pas le cas. En fait, Bourneville a une très grande croyance dans le musée comme outil pédagogique, et c'est pour ça qu'il va en monter 2 en fait à Bicêtre. Un musée pathologique à destination de la formation des médecins, Mmh. qui va avoir vocation à montrer en fait la réussite de ces méthodes thérapeutiques, et un musée scolaire à destination des enfants qui là, pour le coup, va collecter alors encore des photographies notamment, hein, des plaques de verre, qui vont, montrer la mer, les différentes espèces d'animaux et cetera et cetera, et donc on va avoir, des photographies, des animaux empaillés, divers objets qui vont avoir pour objectif d'aider, enfin de servir d'écrin en fait à des cours, des leçons de choses, et donc qui va, vraiment venir compléter le programme pédagogique de Bourneville-à-Bicêtre. Très bien. Et dans l'institut de Vitry, est-ce qu'il y a des activités qu'il a réussi à mettre en place et qu'il n'avait pas pu, justement développer dans les autres instituts? À ma connaissance, ce sont les mêmes, mais avec vraiment, davantage de D'accord. luxe. C'est-à-dire que vous imaginez, hein, par exemple, les fameuses leçons de choses dont parle Alice, ça consistait par exemple à planter des arbustes de formes différentes, à faire reconnaître les odeurs, les plantes aux enfants. Dans un établissement hospitalier comme Bicêtre, si c'est dans une cour entre 2 bâtiments, c'est quand même un peu triste. Tandis qu'à Vitry, il a ce superbe parc, avec un énorme cèdre, les enfants peuvent jouer, peuvent courir. C'est la même chose pour l'atelier de travaux manuels. On voit sur les photographies, du prospectus commercial que vraiment là, il y a tout un matériel qu'on n'a pas forcément à Bicêtre, et puis, surtout ils sont entourés par un personnel qui est beaucoup plus à leur service. Donc ils ont par exemple un vrai réfectoire, avec des gens à leur service. Tandis qu'à Bicêtre, le réfectoire, même si Bourneville là aussi l'a amélioré, ça reste un réfectoire d'hôpital, du 19e siècle. Et moi, j'avais une question sur le musée, cette fois-ci pathologique, qui est donc situé à Bicêtre. Est-ce que c'est de ce musée qu'on a tiré le fonds Bourneville qu'on peut voir à l'heure actuelle, notamment en photo sur le site de la PHP? Alors oui, en grande partie, en fait, il s'avère que que Bourneville va léguer l'intégralité de ses matériaux, de toutes ses archives à ce musée pathologique, qui va à la fois produire des objets, produire des photographies pour ce musée-là, et en plus il va lui donner toutes ses archives. Donc en gros, quand il arrive à Bicêtre en 1879, il monte rapidement un atelier de moulage, un atelier de photographie et un musée. Le musée, il sert à conserver la production de l'atelier de photographie de moulage. En plus de ça, il va conserver des restes humains, les cerveaux en bocaux, etc. Et puis à la fin, il va finir par verser toutes ses archives, tous les dossiers médicaux à ce musée pédagogique. Et le musée, il va avoir une muséographie qui va venir vraiment mettre en valeur l'évolution favorable des patients au sein de son institution. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut revenir sur, en particulier la question de la photographie, faire un petit, retour dans le temps. Donc on a bien saisi qu'effectivement, cette collection, était immense et vous avez parlé de collectionnite tout à l'heure, et les photographies sont très nombreuses et le corpus qui est présenté dans l'exposition était, déjà assez imposant et très, très intéressant. Vous mettez bien en lumière d'ailleurs tous les enjeux qui sont liés à ces images qui sont pas toujours faciles à comprendre ni même à regarder. On reviendra peut-être sur ce point un peu plus tard. Mais avant, j'aimerais qu'on commence par rappeler donc que la photographie, c'est tout de même une technique qui est assez nouvelle, qui est née dans les années 40, qui se développe assez rapidement, mais qui reste tout de même quelque chose de neuf. Est-ce qu'elle a déjà été utilisée par d'autres médecins et scientifiques avant Bourneville? Alors oui, en fait la photographie, souvent en France, on va apprendre la date de la divulgation du daguerréotype, qui est cette première technique photographique, donc 1839. Pour refaire un peu de contexte, en 1839, elle est présentée à l'Académie de médecine et à l'Assemblée nationale par François Arago, qui est un député qui essaye de faire un tour de force. En fait, il va essayer de vendre le brevet à l'État français, et pour ça, il va faire des grands discours. Dans ces grands discours, il va poser ce que je vais appeler un horizon d'attente, dans lequel il va dire que la photographie sera, de manière certaine, un dispositif qui permettra des découvertes scientifiques inédites.
Et donc, évidemment, il y a comme ça une idée que il y aurait une appropriation par la science de la photographie qui mènera à de grandes choses. L'histoire de la photographie, elle a beaucoup regardé cet horizon d'attente. Elle a un peu moins insisté sur le fait que la prise en main dans les domaines scientifiques, elle est plus difficile, plus timide. Alors, on a des premières. Alors, on va avoir, par exemple, John William Draper, qui en 1839 va prendre un cliché de la Lune avec le daguerréotype. En médecine, on va avoir Léon Daunet, qui va prendre les premières photomicrographies, mais c'est des premières qui restent un petit peu ce qui font peu d'émules, finalement. Mmh. Ça s'explique par deux choses. D'abord, la technique, elle est extrêmement onéreuse et très compliquée à mettre en place. Le temps de pose, il est alors très long. En fait, les rendus sont généralement flous. Et puis, le daguerréotype, c'est un unicat. Il n'est pas possible d'en faire des reproductions. Et en fait, ça vient poser pas mal de problèmes dans sa prise en charge. Et puis aussi, ça s'explique par le fait qu'en médecine, notamment, il y a déjà des modes de visualisation qui sont installés et qui répondent plutôt bien aux besoins. Il y a des dessinateurs, il y a des mouleurs qui sont déjà souvent implantés. C'est des travailleurs qui sont déjà embauchés, ils ont déjà leurs espaces. Et donc, pour implanter une nouvelle technique, en fait, ça prend du temps. Et donc, quand Bourneville, il arrive en 1870 et qu'il fait ses premières tentatives avec la photographie, ça a beau être plus de 30 ans après la divulgation du daguerréotype, il fait plutôt partie des pionniers, quand bien même il y a déjà eu des essais préalables. Puisqu'il faut attendre 1866 pour que, pour la première fois au monde, il y ait un service photographique qui soit installé dans un hôpital. Et ça a lieu à l'hôpital Saint-Louis, avec lequel Bourneville va collaborer dans ses toutes premières expériences photographiques au sein d'une revue qui va s'appeler la Revue photographique des hôpitaux de Paris, qui va être vraiment l'acte 1 dans lequel Bourneville va montrer en fait qu'il s'intéresse à la photographie et puis après ne plus lâcher le médium en fait à partir de ce moment-là. J'ai l'impression quand même qu'il y a cet imaginaire dans lequel visiblement François Arago est complètement rentré, que la photo est objective et quand on déambulait dans l'exposition, il y avait de nombreux patients qui étaient photographiés dans des décors qui paraissent neutres, sous tous les angles, face, profil, dos, et à plusieurs étapes de leur vie. On a vraiment l'impression qu'il y a un souci de documentation, mais aussi éventuellement une croyance que, par essence, la photographie est scientifique. Est-ce que je me trompe en imaginant que Bourneville l'aborde de cette manière-là? Alors pas du tout, hein, c'est vraiment le topos de l'époque. La photographie, c'est l'enregistrement du réel sans l'intervention de la main de l'homme. C'est la quintessence de l'objectivité et de la scientificité. C'est du moins comme ça que le médium il est vendu dans les premières années et qu'il est promu, même par Bourneville, hein, dans les préfaces des premières publications scientifiques qu'il fait, qui intègre des photographies. Il va vraiment revenir sur ce topos-là en disant que finalement le dessin est toujours sujet à caution parce qu'il y a l'intervention de la main de l'artiste, là où la photographie, elle fait preuve. Et donc, il va vraiment utiliser cette croyance-là pour mettre en avant cette technique particulièrement moderne, hein, qui fait quand même un certain effet. Mais il va aussi profiter de mettre en scène sa scientificité. En effet, il va avoir toute une réflexion sur comment uniformiser, normaliser les conditions de prise de vue pour évincer au maximum les choix subjectifs du photographe ou du patient. Et ces normes, elles font l'objet de traités que très tardivement en médecine, et donc elles vont être plutôt adoptées par mimétisme entre les producteurs de photographie. Et Bourneville, par exemple, il va fixer les poses, vous l'avez dit, face, dos, profil, le fond, il est plutôt neutre, le cadrage, la distance entre le sujet et l'appareil photographique qui est toujours le même. Et ça permet notamment de rendre les photographies comparables, mais aussi d'incarner finalement une certaine froideur qui va être associée à l'objectivité et donc à la science. Ce qui va être nouveau avec Bourneville, c'est qu'il va adopter ces normes de façon très stricte et le faire de façon systématique. Puisqu'on l'a dit, il prend en photographie ses patients à intervalles réguliers, à chaque visite, etc. Mais surtout, dès qu'il choisit une nouvelle norme, il n'en déroge quasiment plus. Les patients, au début, sont pris assis, et puis en 1880, ils sont debout, puis à ce moment-là, ils sont tous debout. Même quand ils ne maintiennent pas la station debout, on va les maintenir debout avec une infirmière. Donc, il va y avoir comme ça des choix très radicaux. D'un coup, il faut que tous les patients soient debout. Du jour au lendemain, tout change. Et donc, Bourneville, il se distingue aussi par cette application très stricte de ces normes qu'il choisit. Pour autant, ce serait un peu naïf de croire que la photographie est un objet purement scientifique quand on lui impose ces normes, hein. Il y a toujours des marges de manœuvre pour mettre en image ce qu'on souhaite, que ce soit par certains choix d'habillement, on va peut-être revenir dessus,
ou parfois quand Bourneville, le respect de ces normes ne l'arrange pas trop, il peut faire des petites dérogations avec d'autres types de prises de vue, des gros plans, des mises en scène, etc. Mais il y a quelque chose qui est frappant, c'est que dans ce que vous dites, on entend bien que ce systématisme, c'est quelque chose qui lui importe, peut-être parfois même plus que les paramètres eux-mêmes. Enfin, là, ce que vous venez de dire sur lorsque la station debout n'est pas maîtrisée ou n'est pas maîtrisable par un patient, on le met tout de même debout pour pouvoir créer une sorte de corpus où la comparaison est possible. Donc on sent qu'il y a cette idée de systématisme qui prime et qui est, j'ai l'impression, tout de même associé à d'autres éléments, puisque ça constitue, enfin les photographies constituent un élément des dossiers médicaux, mais il me semble que le docteur Bourneville y associe également des notes médicales, des carnets scolaires, enfin il y a vraiment un suivi qui est complet des patients dans lequel la photographie vient s'inscrire. Oui, la photographie, c'est un élément parmi d'autres qui permettent de documenter au maximum et de manière la plus tentaculaire possible la prise en charge, tant du point de vue médical que pédagogique, d'où le fait qu'il garde aussi tous ces carnets scolaires, tous ces carnets de suivi en fait des progressions pédagogiques. Et donc voilà, la photographie, elle vient s'insérer comme un document parmi d'autres, un outil parmi d'autres pour documenter ce suivi-là. Si ce n'est que la photographie, elle a un certain intérêt, on en parlera peut-être après, mais pour communiquer, c'est quand même un médium qui est assez pratique parce qu'il est très facilement reproductible, qui fait grande impression et qu'à l'époque, il est encore considéré comme assez moderne. Et donc, pour un projet aussi progressiste que celui que Bourneville porte, avoir en plus des modalités modernes de montrer son projet, c'est plutôt gagnant-gagnant, on va dire. Moi, ce que je trouvais d'intéressant, c'est que cette manière de prendre des photos, c'est aussi une sorte de documentation très systématique, de classification et peut-être aussi de comparaison avec des cas qu'on pourrait qualifier de normaux. Et donc, il y a peut-être éventuellement un lien qui peut être fait avec une classification de type eugéniste. Est-ce que vous pensez que justement Bourneville avait cette envie-là de classer et d'envisager que notamment les patients pouvaient être renormalisés, réapportés vers cette normalisation de la société? Alors, c'est une vaste question. En effet, l'histoire de la photographie, elle est jalonnée de ces projets de classification et de hiérarchisation des populations. Mmh. Surtout que la photographie, par essence, elle produit une certaine masse et que cette masse, elle n'est utilisable que quand on l'ordonne. Et donc, de toute façon, par essence, la photographie, il faut la classer. Et donc, elle vient être un outil facilement appréhendable par des projets qui classent les populations, les hiérarchisent dans un aspect eugéniste ou racialiste, par exemple, à d'autres moments. Après, est-ce que ces photographies de Bourneville, elles ont pu être interprétées ou utilisées dans ce sens a posteriori? Moi, j'en ai pas trouvé de traces dans les archives. Mais sur le projet photographique de Bourneville, par contre, il y a une tension. Bourneville, en effet, il a un fort intérêt pour des sujets qui vont agiter ce qui a été qualifié d'eugénisme médical français, à la fois parce qu'il s'intéresse à la question de la mortalité infantile, hein, puisqu'il va notamment participer à la mise en place d'une spécialité hospitalière de l'obstétrique, mais aussi parce qu'il a un fort intérêt pour les enfants atteints de pathologies mentales jugées incurables. Mais il propose pour ces enfants un projet qui ne cherche ni leur élimination, ni à empêcher le fait qu'ils fondent une famille, par exemple, voire bien au contraire, puisqu'il va chercher à leur procurer du soin, de l'assistance et à la réintégrer dans le corps social. Ceci étant dit, si on en suit certains chercheurs et chercheuses spécialistes de l'eugénisme médical, ce qui n'est très clairement pas mon cas, donc je les suis parce que ce n'est pas ma spécialité, certains diraient qu'il s'agit là des deux côtés d'une même pièce, avec d'une part l'élimination des individus jugés anormaux, de l'autre la recherche d'une résolution de ces anormalités. Par ailleurs, Bourneville, il va pas classer sa collection photographique par pathologie comme c'est généralement le cas. Il va suivre une logique de classement par patient, ce qui est très inédit. Et ça tend plutôt, à mon sens, à montrer que son objectif, c'est surtout le suivi de ses méthodes, de la façon dont il va combiner le médical et le pédagogique, et que ça va imposer une individualisation de l'approche thérapeutique qui se matérialise par ce classement très singulier. Et à ce titre, les photographies, comme les autres objets de sa collection, elles montrent qu'il considère chaque patient comme un cas, un objet d'étude et d'expérimentation, mais aussi un être à soigner et à réintégrer dans le corps social. Merci beaucoup. On n'a
pas encore pris la peine de décrire certaines de ces photographies. Donc là, on a abordé des sujets qui sont un peu délicats. Euh, Peut-être que juste on peut évoquer quelques photographies où on voit des enfants qui sont des enfants en bas âge, qui sont atteints de pathologies qui sont physiquement remarquables et qui peuvent être déroutantes quand on les voit, notamment en lien avec des déformations du crâne, qui sont assez impressionnantes. Mais peut-être un peu en écho à ce que vous disiez, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement il y a ce systématisme qui montre les pathologies et leur évolution et qui est pas forcément facile à regarder, mais en même temps il y a des photographies qui les mettent qui les montrent dans des situations qui sont quelque part très humanisantes, parce qu'ils peuvent être, ces patients peuvent être photographiés avec leur famille. Je pense notamment à des photographies où on voit une toute jeune patiente sur les genoux. Alors je sais plus si c'est sa sœur ou sa maman, mais en tout cas on voit bien qu'il y a cet intérêt qui est porté à un patient comme un sujet médical, mais effectivement à un individu également. Je sais pas, Agnès, si vous voulez Oui, réagir. tout à fait. Alors, d'abord, ce que je voulais dire quand même, Élise, c'est que on n'a pas choisi les pires des photographies. Il faut que vous ayez ça présent à l'esprit. On a fait un choix. Alors, c'est un choix auquel il faut beaucoup réfléchir quand on prépare une exposition. On a d'emblée choisi de mettre de côté les photographies qui auraient trop dérangé éventuellement les visiteurs parce qu'elles n'auraient pas été comprises. Et puis, sachant aussi que nous avons parmi nos visiteurs bon nombre d'enfants, des scolaires qui viennent. Donc, ce ne sont pas les pires. Effectivement, Bourneville fait photographier toutes les pathologies, c'est normal. Donc, jusque-là, oui, on a des photographies qui sont un peu pénibles à voir, mais qui sont dans l'esprit de Bourneville, ces photographies, toujours dans l'échange avec ses collègues aussi. Parce que la photographie est un vecteur de progression et d'échange avec les collègues quand ils publient dans les journaux, quand ils les montrent à des congrès, etc. Ça permet d'identifier, ça permet d'étiqueter une fois de plus et ça permet éventuellement de montrer ce qu'on a fait. Parce que parfois, Bourneville explique ce qu'il a pu faire comme intervention ou la prise en charge. Alors, ces enfants bien habillés, on voulait aussi les montrer dans l'exposition parce que je trouve que ça donne un peu d'humanité. Puis ça va peut-être avec la question qu'on a posée juste avant, celle de l'eugénisme. Pour moi, effectivement, je ne vois pas Bourneville du tout dans ce courant de l'eugénisme. Je ne pense pas que ça soit son intention parce qu'il a vraiment pris en charge tous les patients et il s'est attaché à les soigner tous, d'ailleurs de manière différente. Puisqu'on n'en a pas parlé, mais dans la méthode médico-pédagogique, on a par exemple la prise en charge des enfants qui ne savent pas contrôler leurs besoins les plus élémentaires. Et puis on va avoir la prise en charge d'enfants qui sont épileptiques, qui sont tout à fait capables d'aller en classe, et par conséquent, Bourneville va dire, ces enfants-là, il faut au contraire qu'ils aillent en classe, il faut les aider. Et comme le rappelait Alice, ce qui importe à Bourneville, c'est en effet que la majorité des enfants puissent sortir de l'asile, puissent réintégrer leur famille. D'ailleurs, il les fait rester continuellement en contact avec leur famille. Il y a un parloir à l'hôpital. Les parents sont invités à accompagner des visites avec les enfants, des visites extérieures à l'hôpital de Bicêtre. Et enfin, il veut que ces enfants passent leur certificat d'études, trouvent des métiers, etc. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans une visée eugéniste. Et ces photographies, eh bien, s'ils montrent les enfants avec leurs parents, pour moi, c'est aussi une manière de dire que les parents sont toujours présents, peut-être. Et que pour moi, ce que je souhaitais montrer dans l'exposition, c'est qu'on a peut-être une vision du handicap en s'imaginant qu'au XIXe siècle, les parents rejetaient leurs enfants. Mais non, ce n'est pas toujours le cas. Ces photographies qui sont prises avec des sœurs, qui sont prises avec des mamans, qui sont prises avec des pères, nous montrent bien que les parents accompagnaient leurs enfants. Alors peut-être pas tous, faut se méfier de la photographie une fois de plus, mais en tout cas, ce que ces photographies-là nous racontent, c'est que les parents étaient là le jour, par exemple, des visites, et que volontiers, ils habillaient leurs enfants, même s'ils étaient très handicapés, les habillaient comme des enfants normaux. Et c'est ça qui est intéressant, me semble-t-il. Merci beaucoup. Dans ce que vous dites, je retiens deux choses. D'une part, c'est que finalement, ces questions de photographie des patients avec leurs parents, ça rentre peut-être dans le contexte de cette méthode un peu globale, qui est pas seulement une méthode médicale ou une méthode d'instruction, mais une méthode avec des leçons de choses. Enfin, voilà, tout un écosystème, un environnement qui doit bénéficier aux patients. Et puis, vous avez aussi évoqué quelque chose d'extrêmement important, c'est l'usage que l'on peut faire de ces photographies qui sont effectivement parfois
euh, assez déroutante et difficile à voir dans un contexte purement scientifique. Et à cet égard, donc à nouveau, c'est un élément qui n'est pas montré dans l'exposition, mais que vous rappelez très bien dans le catalogue de l'exposition, c'est qu'il y a d'autres éléments qui sont conservés. Il me semble qu'Alice l'a déjà évoqué, notamment des moulages, des ossements, des organes. Et ça, peut-être que vous pouvez nous dire si tout ce fond a été conservé aujourd'hui en plus du fond photographique ou est-ce que... Alors, tout n'a pas été conservé, mais en effet, la collecte, elle est, tentaculaire et l'appropriation des corps par le docteur Bourneville de ses patients, elle va même jusqu'à, lui faire, demander une autorisation au préfet en 87 pour, exhumer les corps des patients, décédés et pour les faire rentrer dans sa collection. Donc je veux dire, c'est quand même une appropriation assez totale, des corps de ses patients. Aujourd'hui, le musée de la PHP garde quelques bustes et membres en plâtre qui sont moulés à la mort des patients et certaines pièces osseuses, notamment des calottes crâniennes. Par contre, les cerveaux qui étaient conservés en bocaux n'ont pas, à ma connaissance, été conservés, mais leurs reproductions photographiques sont au musée Dupuytren de Sorbonne Université. Donc on a quand même une bonne partie. Quand le musée Bourneville, en fait, il s'effondre, il va être un peu dispatché entre diverses institutions, mais le gros de la collection du musée pathologique est relativement bien conservé, bien que dispersé dans diverses institutions aujourd'hui. Pour moi, il faut évoquer maintenant l'intérêt de la démarche, notamment de documentation photographique. Il y a, j'imagine, un aspect politique, un aspect promotionnel. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de l'impact que la photographie et leur publication a eu dans le développement d'un service, voire d'un institut? Est-ce que ça a été crucial? Est-ce que ça a servi au-delà des espérances de Bourneville et que ça lui a vraiment permis de développer peut-être Vitry, d'avoir ces institutions longtemps? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alice. C'est très difficile à quantifier en fait l'impact d'un dispositif photographique. Ce qui est sûr, c'est que en tout cas, il fait feu de tout bois à ce sujet-là, notamment parce qu'il est dans une position assez intéressante, qu'il est le fondateur, le détenteur de moyens de production de ces photographies, puisqu'il va monter son service de Bicêtre avec un atelier de photo, mais il va aussi avoir des ateliers de professionnels à destination des enfants, parmi lesquels il y a un atelier d'imprimerie qui va notamment imprimer des publications dans lesquelles il y a des photographies, et puis il est à la tête d'un certain nombre de revues, mais aussi qui vont éditer des photographies. Donc en tout cas, on ne sait pas mesurer l'impact. Enfin, moi, je serais bien incapable de mesurer l'impact, mais ce qui est sûr, c'est que il y croit à la photographie, il croit en son pouvoir de conviction, et il va essayer d'optimiser au maximum les moyens qu'il a entre ses mains pour faire circuler ces images, pour pouvoir notamment faire circuler les images qui donnent une idée plutôt très positive de son service. Et ça, c'est aussi une autre partie, des photographies moins cliniques, moins de portraits de patients, mais toute une documentation des bâtiments, mais aussi des photographies de groupe, de cours de gym, de leçons de choses, etc., qu'il va également éditer. Et là, pour le coup, faire circuler, par exemple, dans les expositions universelles de 1889 et 1900, où là, c'est le projet promotionnel, enfin, voilà, ce qu'il essaye de faire porter à la photographie est extrêmement clair. En fait, ces albums, c'est des véritables visites guidées photographiques des institutions qui se montrent sous leur meilleur jour. Et elles sont dans une petite partie de l'aile consacrée à l'assistance publique. Et donc, elles ont quand même vocation, là, à essayer de multiplier, enfin, en tout cas, de convaincre que ce modèle médico-pédagogique vaut le coup, fonctionne et très bien tenu, puisque par exemple, dans les photographies, on voit des enfants en cours de gym, on voit ces enfants tous dans la même position, presque un côté un peu militaire, voilà, où on voit que en fait, c'est des enfants qui étaient censés être incurables et que finalement, ils savent suivre une consigne, suivre un cours de gym, etc. Donc, il y a vraiment une rhétorique comme ça du succès de l'entreprise de Bourneville par ces photographies-là. Finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, à savoir que Bourneville, il s'engage dans ses démarches scientifiques et médicales, à la fin, par conviction, aussi bien pour le bien-être des patients, des individus,
mais aussi parce qu'il y a une vraie croyance dans le bien fondé de cette démarche pour la société. Et que finalement, s'ils s'intéressent aux patients, c'est aux patients en tant qu'individus, mais aussi en tant que pardon, représentants ou en tout cas membre d'un groupe ou d'une communauté. Vous évoquiez les méfaits de l'alcoolisme, la question des difficultés sociales qui peuvent avoir un impact sur la santé des différents individus. Donc là, j'ai l'impression que les choses se rebouclent un peu de ce point de vue-là et que on voit que cet usage de la photographie euh, qui documente sa propre méthode, ça lui permet aussi de quelque part légitimer son action pour les patients et légitimer son action à une échelle qui est beaucoup plus large et qui serait presque à une échelle sociétale, voire enfin, à une échelle du bienfait de la nation, je ne sais pas comment le formuler, en tout cas d'un apport positif pour la nation. Oui, alors je confirme, hein, par exemple, Bourneville fait visiter Bicêtre par le personnel politique, par les médecins étrangers, et vous avez dans la presse beaucoup d'articles ironiques sur le fait que il y a ces visites rituelles de l'asile de Bicêtre, que les enfants sont montrés en bon ordre, qu'on ne montre que les belles choses et que Bourneville parade au milieu de tout ça. Donc oui, effectivement, ça attire la critique, et en même temps, Bourneville, il en a besoin. Par exemple, dans les albums présentés à l'exposition universelle, il y a la photographie de l'infirmerie dont je vous ai parlé tout à l'heure, avant, et il y a la photographie après. Et je trouve ça vraiment génial. Il a vraiment capté l'importance de l'avant-l'après dans une photographie pour documenter, et cet effet de réel dont on parlait tout à l'heure. Regardez ce que j'ai fait, regardez comme c'est mieux, hein, une fois que je suis intervenue. Et donc ces photographies, il va vraiment les montrer de manière régulière aux politiques, et c'est ça qui est intéressant, et ça va justifier tout le budget qu'il peut demander. Il y a quand même aussi l'utilisation de la photographie à des fins, on peut appeler ça une sorte de propagande, pour avoir plus d'argent et pour pouvoir continuer à distiller son modèle. Alice, vous vouliez peut-être compléter ces remarques d'Agnès? Non, c'est très complet. Enfin voilà, oui, en effet, elle a tout dit, je crois. Mais Mais moi, en je me tout cas, demande oui, juste pardon. un truc, c'est que je me posais la question de l'impact que pouvaient avoir eu ces photographies, mais peut-être qu'on peut le jauger, donc, comme vous l'avez dit, pour les critiques et éventuellement justement la nécessité que Bourneville ressentait à cette époque-là. Mais je me demande aussi si la manière dont vous avez collecté les photographies pour pouvoir réaliser le fond de votre exposition témoigne de cette postérité. Est-ce que vous avez eu des difficultés à les trouver? Est-ce que elles étaient contenues par des grands instituts, ou est-ce qu'il fallait creuser très 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 loin pour pouvoir collecter toutes les photos qui ont contribué à l'exposition? Alors pour les photographies cliniques, moi je peux répondre au moins pour ça. C'est vrai qu'elles étaient pas inventoriées. Moi au début, quand j'ai démarré ma thèse, elles étaient plutôt non identifiées. On ne savait pas d'où elles venaient. Elles n'étaient Mmh. pas inventoriées et elles n'étaient pas conservées dans des conditions optimales, ce qui a beaucoup changé depuis, hein, puisque maintenant elles sont inventoriées, etc. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu une surprise. Moi, je suis tombée dessus parce que j'étais dans les réserves d'un musée et que je suis tombée dessus, mais elles n'étaient pas bien conservées en tout cas. Et ensuite, pour les autres photographies des albums, ils sont plutôt plus facilement trouvables dans des musées, ils étaient déjà inventoriés, etc. Voilà pour ce que je peux dire de cette partie-là, de la conservation. Agnès, peut-être que tu peux compléter. Oui, pour l'exposition, ça n'a pas été difficile parce que je vous rappelle que le musée d'histoire de la médecine est quand même relativement petit, donc on peut pas y faire des gigantesques expositions. Donc, étant donné qu'on pouvait présenter à peu près, on va dire une centaine, 100 à 120 pièces, enfin aux reproductions, originaux, etc., eh bien nous avions déjà largement de quoi faire au musée d'histoire de la médecine, puisque nous avons les albums de Bicêtre, puisqu'il a fait un album pour Bicêtre, l'album de Gentilly et l'album de Vitry. Donc on avait déjà une bonne base de départ rien qu'avec ces photographies-là. Et pour les contextualiser, on avait également les revues qui, elles, sont conservées à la bibliothèque de médecine qui est voisine du musée. Donc on avait déjà beaucoup de choses sous la main. Et puis après, j'ai rêvé, et on l'a fait, de montrer les fameuses planches collectives qui sont à Jussieu et sur lesquelles mon attention avait été attirée par l'article d'Alice. Hein. La planche collective, c'est le fait que sur une planche, Bourneville fait figurer les différentes photographies prises du patient depuis
depuis les premières photographies qu'il a pu obtenir, celles qui ont été prises à Bicêtre et éventuellement jusqu'à la photographie du cerveau dont parlait tout à l'heure Alice aussi. Oui, oui. Et ça, ces photos collectives, on peut imaginer qu'elles ont plutôt valorisé sa méthode ou au contraire, c'était quelque chose pour glorifier et peut-être hagiographique pour Bourneville. Comment il envisageait en fait ces photos collectives? Est-ce qu'on a une trace de ça? Alors, on sait qu'elles étaient exposées dans le musée pathologique, donc elles avaient vraiment un intérêt d'être montrées. C'est des photos, c'est en fait une espèce de résumé photographique de l'évolution du patient pendant sa prise en charge par le service. Donc, alors parfois, quand Bourneville cite ces photographies, il y a tout un jeu sur leur faire dire des choses qui ne sont pas réellement visibles. Alors ça, c'est le grand jeu, mais de tous les médecins qui utilisent la photographie, hein, parce qu'il y a plein de symptômes qui ne sont pas visibles photographiquement. Mais par contre, il est possible dans un article, par exemple, dire comme vous le voyez sur la photographie, tel symptôme a disparu, et quand on regarde la photographie, ce n'est pas du tout visible, par exemple. Donc ça, il y a tout un jeu comme ça autour d'utiliser la photographie comme preuve, de surfer un peu sur les croyances qui lui sont accolées. De aussi récupérer tout le vernis moderne que ça offre à la prise en charge médicale. Donc il y a toute cette symbolique de la photographie dont Bourneville va user de manière relativement fine et stratégique. Et puis avoir ces grandes planches, c'est vraiment... alors moi, j'en ai jamais vu dans d'autres musées médicaux, hein, c'est vraiment un dispositif photographique très singulier qu'il met en place et qui permet vraiment d'avoir une visualisation. En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des time-lapse. C'est-à-dire cette façon de prendre en photographie à intervalles réguliers soi-même, son selfie, etc., pour se voir évoluer dans le temps. C'est la même chose, mais du point de vue médical, dans un dispositif d'exposition plutôt efficace, puisque ça a plutôt marqué toutes les personnes qui les ont vus, ces cartons d'exposition. C'est super. Je trouve que ce qui peut être potentiellement intéressant ici d'évoquer, c'est pour conclure d'ailleurs cette interview que je trouvais très intéressante. La première, c'est d'évoquer le fait que l'exposition malheureusement est finie, et donc pour tous nos auditrices et auditeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir voir des travaux de Bourneville? On a parlé du catalogue. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en préparation? La deuxième question après, c'est quelle est la suite? Est-ce que vous pouvez déjà annoncer éventuellement les sujets d'autres expositions qui se tiendront au musée de l'histoire de la médecine? Alors, je vais peut-être commencer. Donc, il y a effectivement un catalogue de cette exposition qui est toujours en vente au musée d'histoire de la médecine, qu'on peut visiter l'après-midi, puisqu'il est ouvert l'après-midi, ça c'est la première chose. Nous allons mettre les photographies, nous avons commencé à mettre les photographies en ligne dans la bibliothèque médicale qui va devenir, alors petit épisode publicitaire, Numérabilis à partir du mois de septembre. Donc dans Numérabilis, on aura une exposition virtuelle très bientôt sur Bourneville. Et puis troisième chose, nous avions organisé une journée d'études et nous aurons bientôt également un livre qui sera associé à cette journée d'études autour de Bourneville, qui sera, je l'espère, publié par l'Université Paris-Cité. Ceci est en cours de négociation. Et si vous voulez savoir quels sont les thèmes des prochaines expositions, je peux au moins vous parler de la prochaine exposition qui aura lieu, celle-ci, grâce à des partenaires extérieurs, alors fin juin, sur l'histoire d'anesthésie. Donc voilà, exposition qui promet d'être passionnante. Et puis à partir du mois de novembre, on revient donc dans le cadre du festival Photo Saint-Germain à une exposition autour de quelqu'un qui a beaucoup compté dans l'histoire de la photographie, de la chronophotographie et du cinéma. J'ai nommé Jules Étienne Marais. Donc exposition qui aura lieu de novembre à février prochain. On parlait de timelapse, là, je pense qu'on est complètement dedans. Alice, est-ce que vous avez quelque chose de complémentaire à rajouter sur... Oui, moi je peux dire qu'il y a une exposition qui va ouvrir en novembre 2026 au musée de la photographie à Nicéphore-Niepce de Chalon-sur-Saône, donc c'est pas à Paris, mais on peut s'y déplacer aussi, qui s'appellera Face à ce qui se dérobe, les clichés de la folie, et qui s'intéressera de manière générale à la mise en image via la photographie de la folie et des pathologies psychiques, et dans lequel il y aura quelques photographies de Bourneville, évidemment. Et vous y avez contribué Je suis co-commissaire de cette exposition, Très donc bien. tout ceci est parfaitement de l'autopromotion, évidemment. Mais c'est fait pour ça.
En tout cas, ça nous donne de belles idées de visite différents espaces culturels parisiens ou en province. L'occasion peut-être voilà, d'aller visiter Chalon-sur-Saône et ce musée. Et pour le musée de l'histoire de la médecine, de toute façon, je recommande très très chaudement. Je pense qu'Élise rejoint mon sentiment. C'est vraiment un musée assez exceptionnel. Il y aura toujours cette fameuse œuvre dans laquelle on peut voir Bourneville, au moins, avec ce grand tableau qui précède l'entrée du musée. Mais de toute façon, c'est une collection assez folle dans laquelle on peut voir plein d'ustensiles, des yeux en verre. Enfin, il y a énormément de choses que moi je pourrais passer des heures et des heures à regarder. Je recommande cette visite chaleureusement. Oui, et on peut peut-être aussi préciser que les expositions ont lieu effectivement dans une salle dans laquelle des collections permanentes sont présentées. Et donc ça a double intérêt quand on vient visiter une exposition, c'est qu'on peut aussi bénéficier d'un petit aperçu de l'exposition, enfin des collections permanentes. Et souvent, évidemment, la collection permanente suscite plein de questions, d'interrogations, et l'exposition, le thème de l'exposition répond au moins à quelques-unes d'entre elles. Donc je trouve que ça fait des beaux échos et c'est vraiment une belle expérience muséale que l'on recommande à tout le monde. Sur ce, on va commencer à conclure cette émission et comme à notre habitude, on a notre quote, une demande pour lequel on voudrait vous solliciter, Agnès et Alice. Est-ce que vous êtes venus avec une citation pour cette émission? Oui. Oui. Je commence. On vous écoute. S'il vous plaît. Je veux bien commencer. Alors moi, j'ai choisi une phrase pour vous parler d'un autre sujet qui concerne toujours Bourneville. Un des combats qui est beaucoup moins connu de Bourneville encore, hein, parce que décidément, on le connaît encore très mal. C'est son combat pour que d'une part, les jeunes internes aient des bibliothèques dans les hôpitaux, et d'autre part, pour que les malades bénéficient également de bibliothèques, ce qui n'était pas le cas. Donc j'ai choisi, dans une nécrologie, une phrase sur Bourneville qui me paraît très intéressante, où l'on découvre qu'en fait, Bourneville est l'inventeur de la boîte à livres. Donc je vous cite la phrase. « Ce fut lui aussi qui, dans sa sollicitude pour le malade indigent, réclama aux passants le journal et la brochure qu'on abandonne après lecture. » Superbe. Cette nécrologie, j'imagine qu'elle est disponible. On peut avoir un lien pour pouvoir la consulter fait. en entier. C'est super. Alice, je ne sais pas si vous êtes venue avec une citation complémentaire. Alors oui, alors un peu décalé, du coup, moi je suis restée sur l'histoire de la photographie avec une citation d'Alan Sekula, donc qui est un critique de la photographie, dans un article qui s'appelle Reading an Archive, Photography Between Labor and Capital, qui a été traduit par la superbe revue Débordement. Et donc dans celle-ci, Alan Sekula, il va essayer de discuter finalement de quoi sont le signe les archives photographiques, qui peut se permettre de constituer des archives photographiques, etc. Donc je cite. « Évidemment, les archives ne sont pas neutres. Elles incarnent le pouvoir inhérent à l'accumulation, la collection et le stockage, autant que le pouvoir propre à la maîtrise du lexique et des règles du langage. Pour la culture bourgeoise, le projet photographique lui-même a été identifié dès son origine, non seulement comme rêve d'un langage universel, mais aussi comme réalisation d'archives et de répertoires globaux, selon le modèle des bibliothèques, encyclopédies, jardins botaniques et zoologiques, musées, fichiers de police et banques. » Merci infiniment pour ces 2 citations. 5 mois après avoir envisagé d'enregistrer cet épisode, nous sommes ravis d'avoir accueilli ce soir nos invités Alice Aigrin et Agnès Sandras, que nous remercions chaleureusement. Tout vient à point, à qui sait attendre, comme dit l'adage, et pour vous, chères poditrices et poditeurs, c'est l'attente d'un prochain épisode de Podcast Science qui vous tourmente déjà. Et qu'à cela ne tienne, n'oubliez pas qu'en attendant, servir la science soit votre joie.